Vidéo. Audio. On va le fermer. Alors, parfait tout le monde. Donc, on va commencer la table ronde. Alors, premièrement, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table ronde d'ouverture de la Fête des semences de Montréal, organisée par Cultiver Montréal et présentée par Espace pour la vie. Je m'appelle Charles et je serai votre animateur pour cette table ronde. Avant de débuter la soirée, je dois vous indiquer que l'événement sera enregistré. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, je vous prie de bien vouloir fermer la caméra et le micro. Ceci dit, je suis très heureux de pouvoir discuter ce soir avec des intervenants hors pair qui, à travers leur métier, soutiennent de différentes façons la valorisation des semences. Je vous présente donc d'entrée de jeu nos intervenants. Désolé. Donc, avant de débuter, je vous dis que ce sera enregistré. Si jamais vous ne voulez pas être enregistré, je vous demande de fermer la caméra et le micro. Sinon, vous serez enregistré. Donc, nos intervenants. Donc, premièrement, nous avons Jean-Nic Trudel, directeur général à l'Association des marchés publics du Québec. Donc, bonjour Jean-Nic. Bonsoir. Bonsoir, plutôt, oui. Donc, Jeanne Rabinovitch, directrice générale chez Sème l'Avenir. Donc, bonjour Jane. Allô, allô. Et enfin, nous avons Isabelle Paquin, horticultrice au Jardin nourricier du Jardin botanique de Montréal. Bonjour Isabelle. Bonsoir. Bonsoir, plutôt, oui. Bonsoir Charles. On va revenir, on est le soir. Donc, avant de poursuivre, qu'est-ce que la Fête des semences? Les personnes qui sont familières avec l'événement vous répondraient qu'il s'agit d'un lieu et un moment de rencontre qui nous permet de nous rapprocher des semenciers et des semencières. Cette année encore, l'objectif demeure le même. Les événements virtuels auront pour but de reproduire les rencontres et les échanges que nous aurions pu avoir en personne. Vous aurez donc l'occasion de poser vos questions à nos semencières et semenciers locaux lors de cette foire aux questions et d'en apprendre davantage sur le monde des semences grâce à 2 conférences. Toutefois, la table ronde de ce soir vous propose une approche un peu différente du reste de la semaine. Les intervenants de ce soir se donneront à une discussion dynamique qui nous permettra une incursion dans les coulisses du monde des semenciers et des semencières. Quelques périodes sont prévues pour répondre à vos questions. Je tiens à souligner le travail d'adaptation de tout le monde ici présent, tant au niveau de l'organisation que de la participation. Car s'adapter à une nouvelle réalité prend un effort que nous vous remercions et nous vous remercions d'être là. Donc, point de vue détails techniques, avant de commencer notre soirée, je dois vous faire part de certains détails. Tout d'abord, premier rappel, tous les événements de la Fête des semences, incluant notre table ronde, seront enregistrés et sujets à être rediffusés par la suite. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, je vous prierai de maintenir caméra et micro fermés. Toutefois, si vous y consentez, je vous encourage fortement à ouvrir vos caméras afin que nous puissions constater votre présence et rendre le tout un peu plus convivial. Lors des courtes périodes de questions, je vous invite à utiliser la fonction « Lever la main » qui est en bas de votre fenêtre Zoom pour poser une question directement aux intervenants ou bien à inscrire votre question dans la boîte de clavardage. D'ailleurs, nous avons inscrit dans la boîte de clavardage la marche à suivre pour différents détails liés à la manière de poser les questions. Et puis finalement, je vous invite à nous transmettre votre appréciation quant à la Fête des semences dans son entièreté. Ce faisant, vous participerez à un sondage et courez la chance de gagner un des 2 paquets cadeaux, gracieuseté de la boutique du Jardin botanique, ainsi que des laissez-passer gratuits pour le jardin. Le lien vers le formulaire d'appréciation se trouve dans la boîte de clavardage. Et bien sûr, durant toute la période d'intervention de nos intervenants, de discussion, on vous demande de fermer vos micros afin qu'on n'ait pas de son entrant et interrompant les discussions. Donc, sans plus tarder, débutons notre soirée avec un mot d'ouverture.
Donc, je cède la parole à Mme Marianne Viault, présidente du conseil d'administration de Cultiver Montréal. Alors, merci. Merci beaucoup, Charles. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment impressionnée de voir qu'il y a autant de gens présents ce soir. Merci d'être là. Premièrement, je voudrais commencer en disant que Cultiver Montréal reconnaît être situé à Tiohtià:ke, qui soit sur des terres appartenant traditionnellement aux peuples autochtones et actuellement en territoire non cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Cultiver Montréal reconnaît également sa présence et le rayonnement de son travail sur les différents territoires autochtones composant ce qui est appelé aujourd'hui le Québec. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise et québécoise. Nous voulons souligner aussi avec fierté que cet événement est issu du mouvement communautaire de l'agriculture urbaine de Montréal. Donc, initialement, cet événement est porté par les organismes qui étaient Action communautaire et le Débo Centre communautaire d'alimentation, puis l'organisme de solidarité alternative. Puis maintenant, c'est pour la 3e année consécutive que le flambeau est entre les mains de Cultiver Montréal, le réseau des agricultures montréalaises. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on organise cette 21e édition de la Fête des semences de Montréal, portée par Espace pour la vie. Cette année, plus que jamais, et ce, malgré les mesures sanitaires dues à la COVID-19, nous avons à cœur de faire rayonner les semenciers et semencières de toutes les régions et le patrimoine végétal du Québec. D'ailleurs, la crise sanitaire mondiale actuelle a mis d'autant plus en lumière la nécessité de repenser entièrement nos réseaux alimentaires par notamment la mise en place de mécanismes d'autonomie et de solidarité alimentaire, pour laquelle l'agriculture urbaine joue un rôle de premier plan. Un de ces rôles est de créer un pont plus fort entre la communauté urbaine et les fermiers-fermières ruraux pour encourager la consommation d'aliments locaux. Donc, que vous soyez prêts à vous préparer pour votre jardin de balcon, sur l'une de nos dernières précieuses terres périurbaines ou encore dans un hectare de champ en région, on commence toujours la saison agricole grâce aux semences. C'est le pouvoir de celle-ci qui nous remplit de joie d'organiser la Fête des semences 2021, qui s'est réinventée avec une programmation. J'espère qu'on m'entend encore. Donc, il y a eu un petit problème technique, désolée. Voilà, pour découvrir ensemble en dessous des coulisses de nos semenciers et semencières et continuer à s'approvisionner en semences du terroir en toute sécurité. Donc, qu'est-ce que c'est Cultiver Montréal? C'est le réseau multisectoriel des agricultures montréalaises. Nous représentons, accompagnons et faisons rayonner les acteurs et actrices du milieu de l'agriculture urbaine et périurbaine via 2 grands champs d'action. Premièrement, l'organisation et la facilitation d'espaces de concertation entre pairs et grandes instances politiques, puis l'organisation d'événements vitrines comme celui-ci pour le rayonnement des acteurs et actrices de l'agriculture urbaine du Grand Montréal et la transmission de savoir afin d'accompagner les Montréalais et Montréalaises dans leur pratique de jardinage. C'est par sa force pivot entre ses membres, les grandes instances politiques et les Montréalais et Montréalaises que Cultiver Montréal œuvre au développement d'une ville durable et nourricière. Donc, si vous représentez d'une manière ou d'une autre une structure en agriculture urbaine ou que vous êtes vous-même producteur ou productrice urbaine, vous pouvez rejoindre nos 55 membres, nos actions collectives et nos idées semées depuis plusieurs années qui germent maintenant en terreau bien fertile. Vous pourrez ainsi prendre part à nos projets en cours et à venir, en plus de bénéficier de la force solidaire d'un réseau pour et par les pairs. Nos prochaines actions actuellement sont la concertation pour le développement d'un plan de vision de la Ville de Montréal concernant l'agriculture urbaine et le prochain événement qui est tout à fait logique après la Fête des semences, c'est notre festival Cultiver Montréal pour célébrer l'avenue de l'agriculture urbaine dès le mois de mai. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Les adhésions pour le membership pour l'année 2021 vont débuter le 1er mars. Donc, c'est un rendez-vous, restez à l'affût. Tous les détails sur notre site Internet à cultivermontréal.ca à la page Devenez membre de Cultiver Montréal.
Et si vous êtes plutôt un citoyen-citoyenne n'œuvrant pas en tant qu'entité en agriculture urbaine, vous pouvez toujours nous soutenir, notre organisme, dans nos actions et nos projets en devenant membre ami et en contribuant ainsi à notre mission. Donc, en espérant collaborer à vos côtés et collectivement au développement des systèmes alimentaires durables, nourriciers et résilients. Donc, merci. C'est un immense honneur d'être un allié pour les semenciers et sementières et autres exposants et exposantes. Merci énormément à vous tous, le public qui est présent en ce moment, et je vous souhaite une très bonne fête des semences. Super. Alors, merci, Mme Villot, pour ce mot d'ouverture. Maintenant, nous allons à la rencontre de nos invités de ce soir. Alors, premièrement, Jean-Nic Trudel. Jean-Nic, je me rappelle que vous êtes directeur général de l'Association des marchés publics du Québec. Pourriez-vous nous parler un peu de vous et nous présenter le mandat et le rôle de l'organisme que vous représentez et comment ces activités s'inscrivent en lien avec la valorisation des semences locales et ou du métier de semencier? Bonsoir tout le monde. Écoute, de parler de moi, en fait, je suis le directeur de l'Association des marchés publics. L'association réunit à travers le Québec plus de 130 marchés publics et ça continue d'augmenter. En fait, c'est des lieux où les consommateurs, les citoyens producteurs et les citoyens mangeurs se rencontrent pour acheter des aliments. Puis c'était normal pour notre réseau de se lier de plus en plus avec les fêtes des semences, donc aussi à travers le territoire, là, en temps normal, évidemment. Là, il y a plusieurs fêtes des semences organisées avant, que ce soit des fêtes de printemps, marché des récoltes, etc. Donc, notre réseau est solidaire avec le début de la chaîne pour faire l'ensemble de l'année. Et voilà, donc l'association a pour mission de promouvoir le réseau des marchés publics, mais aussi d'épauler à la création, au développement et à la consolidation de toutes les initiatives de marchés publics pour les communautés locales et pour le bien-être du secteur bioalimentaire. Donc voilà, ça va faire 3 ans et demi que je suis à la MPQ. Salut tout le monde et je vois ma voisine aussi. Salut Ziane. Super, merci Jean-Nic. Alors maintenant, Jane Rabinovitch. Jane, vous êtes directrice générale et fondatrice de Sème l'avenir. Jane, à votre tour de vous présenter et de nous parler du mandat de votre organisme. Parfait, merci. Bonne soirée tout le monde. En fait, je suis directrice, mais pas fondatrice. Sème l'avenir est fondé en 1945 et donc un peu avant mon temps. Merci quand même. Donc, c'est ça, Sème l'avenir fondé en 1945. Notre mission, c'est de vraiment bâtir la souveraineté alimentaire à travers la conservation de la biodiversité, la promotion de l'agroécologie, donc la production écologique, et aussi d'agir contre les inéquités dans les systèmes alimentaires. Donc, c'est vraiment la question de la biodiversité puis les semences est au cœur de notre mission. On travaille sur des projets de recherche, de formation, d'adaptation, de production direct main en main avec les producteurs à travers Canada et Québec et aussi à l'international dans 10 pays. Donc, on travaille présentement dans 10 pays avec à peu près 35 000 semenciers et producteurs. Merci, Jane. Alors maintenant, Isabelle Paquin. Isabelle, vous êtes horticultrice au Jardin botanique de Montréal et responsable de son jardin nourricier. Isabelle, il ne reste plus que vous à nous parler de votre organisme et de votre jardin. Le meilleur pour la fin, toujours. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Aux 437 participants, c'est extraordinaire. Donc, horticultrice du jardin nourricier. Le jardin nourricier, c'est un des jardins qui longe le boulevard Pie-IX, un peu après le jardin des Vivaces pour le situer. C'est un jardin qui existe depuis 1937 et qui présente la diversité des plantes utilisées par l'homme pour se nourrir principalement, pour se vêtir, pour nourrir le sol, pour nourrir les animaux aussi. Donc, c'est vraiment une grande diversité de plantes. Et à chaque année, j'essaie de cultiver une grande variété de chacune de ces plantes-là. Par exemple, 135 variétés de tomates et tout, de faire des dégustations, de partager au maximum cette diversité-là, de la faire connaître, de piquer la curiosité et d'inspirer les visiteurs.
Merci beaucoup, Isabelle. Donc, commençons notre table ronde. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, premièrement, Jane. Jane, lorsqu'on parle des semences, ça peut être vu de manière vraiment très large. Certaines semences sont produites en grande quantité et de manière industrielle. D'autres semences, davantage concernées par notre fête des semences actuelle, sont produites en petite quantité et localement. Jane, pouvez-vous nous parler un peu de ces deux systèmes semenciers? Oui, merci pour la question. En fait, le système semencier dont on entend parler le plus souvent, c'est le système semencier mondialisé, où on parle des semences qui font produire les grandes cultures vendues dans les marchés internationaux. Donc, ça, c'est un système semencier, mais aussi un autre système semencier, nous autres, on l'appelle le système semencier fermier, où c'est vraiment les producteurs qui gèrent, qui produisent les semences et aussi qui gèrent le système semencier. Puis, en fait, il faut savoir que la majorité du monde est nourrie par des petits producteurs. Ici, on pense beaucoup à la grande culture, à la grande surface, mais c'est vraiment les petits producteurs à travers le monde qui nourrissent la majorité du monde. Puis ces petits producteurs, soit ils sont autosuffisants en semences ou ils s'approvisionnent en semences localement par leurs voisins, d'autres personnes dans leur communauté. Donc, c'est tout un autre système dont on n'entend pas parler très souvent, mais c'est super important pour la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et aussi la conservation de la biodiversité. Parce que c'est une règle générale, c'est plus qu'on produit à grande échelle, moins on produit en diversité. Donc, plus grande l'échelle, moins il y a de diversité. Donc, les petits producteurs, les petits semenciers et aussi les jardiniers sont super importants pour, oui, la sécurité alimentaire, mais aussi la conservation de la biodiversité. Donc, les deux systèmes semenciers sont super importants puis jouent des rôles différents et aussi souvent divergents, mais aussi complémentaires. Parce que c'est vrai que les efforts en recherche pour développer des nouvelles variétés, les semences, ça débute toujours quelque part, puis souvent avec des variétés qui viennent du système semencier fermier. Donc, il y a vraiment un échange entre les deux systèmes, puis il faut être reconnaissant du valeur des deux. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, Jean-Nic. Jean-Nic, il existe plusieurs moyens d'entrer en contact avec les semenciers et les maraîchers locaux. On peut penser entre autres au marché public. Jean-Nic, pouvez-vous nous parler un peu de l'expérience vécue par les consommateurs lorsqu'ils visitent les marchés publics? Bon, l'expérience est très, très vaste, mais je vais me concentrer sur deux principes théoriques qui sont plutôt intéressants. Le premier, c'est l'inter-influence. Donc, en fait, c'est simplement pour dire qu'à la fois le consommateur ou le citoyen mangeur qui se présente au marché public et qui rencontre les producteurs va les influencer en choisissant certains produits, donc en sélectionnant des variétés de fruits et légumes ou d'autres produits qui juge intéressant. Donc, il va envoyer un message aux producteurs comme quoi que ça, c'est des bons vendeurs ou certaines variétés lui plaisent davantage que d'autres ou que certains ingrédients dans une recette doivent être ajustés, par exemple. Et inversement, en fait, aussi que le producteur va influencer le consommateur. Donc, bon, je sais qu'on aime ça, là, mais je fais une blague souvent avec le kale. Dans le fond, c'est probablement les producteurs en marché public qui en ont commencé à en donner à des gens en pariant qu'elle allait un jour peut-être en vendre, puis ainsi de suite. Là. Donc, le kale, la bêta-carde, ce n'était pas dans notre alimentation aussi important que maintenant, je dirais. Donc, en influençant le consommateur, en lui faisant goûter des nouvelles choses, des nouvelles variétés, bien, il l'influence aussi. Donc, dans ce rapport-là, c'est très théorique ce que je dis, mais dans le fond, c'est simplement le lien social qui se crée dans le marché qui a une influence à la fois envers le consommateur et envers le producteur. De l'autre côté, il y a aussi l'interconnaissance. Et ça, c'est très intéressant parce que dans ce lien social-là, on n'a pas besoin de se badrer avec des certifications ou des reconnaissances qui vont au-delà du lien de confiance qui s'établit entre le consommateur et le producteur dans la durée. Donc, le marché public, c'est bien
d'y aller, c'est bien de le visiter, mais c'est encore mieux de le fréquenter et développer en fait cette habitude de consommation-là au fur et à mesure que la saison se passe, simplement pour voir les nouveaux produits qui arrivent semaine après semaine, mais aussi pour rencontrer le producteur, connaître un peu mieux son histoire et la manière dont il produit ces aliments. Et ensuite, on n'a pas besoin de certification nécessairement pour savoir que la confiance que donne le consommateur au producteur est valable. Donc, c'est encouragé évidemment d'être écocert, Québec, etc. Mais dans le lien de confiance qui s'établit, on peut ne pas passer par cet intermédiaire-là qui est un organisme qui homologue le fait que la personne le fait bien ou le fait d'une certaine manière. Donc, c'est deux aspects théoriques qui sont intéressants dans l'expérience sociale que de se rendre au marché public. Puis je finirais tout simplement en disant que le marché public, c'est une institution publique que l'on réclame. S'il faut descendre dans la rue pour la réclamer, la place publique peut être investie par un marché public. Et c'est dans cette rencontre-là que, au-delà de l'achat simplement de denrées, fruits et légumes, mais c'est là qu'on développe un sentiment de communauté. Puis c'est là, je pense, qu'il y a des liens beaucoup plus importants qui se tissent à travers la communauté, à travers les gens qui se mobilisent au sein de leur quartier, au sein de leur village pour faire vivre un marché public, mais ça peut être autant une fête des semences, donc tout ce qui est événement bioalimentaire, événement qui est basé sur l'alimentation. C'est ce qui est intéressant aussi au-delà du lien théorique que je viens d'expliquer. Non, c'est vraiment important comme institution. Alors, super, merci Jean-Nic. Alors, Isabelle maintenant. Isabelle, tout comme au Québec, il existe partout dans le monde des semenciers indépendants qui cherchent à créer de nouvelles variétés. Isabelle, pourquoi s'intéresser autant à ce qui se développe au Québec qu'à ce qui se fait ailleurs? Mais c'est sûr qu'en tant que jardin botanique, j'ai l'opportunité de cultiver une si grande diversité. C'est un peu un devoir de partager cette diversité-là quand on la découvre. On ne peut pas seulement... on veut encourager le local, mais on veut aussi aller à l'international. Donc, moi, j'ai la possibilité d'acheter partout à travers le monde. On a aussi dans les jardins botaniques des index séminum. Donc, ce n'est pas des variétés, mais souvent, c'est des espèces sauvages. C'est des semences qui sont récoltées dans chacun des jardins botaniques, puis on a accès à cette diversité-là gratuitement. Donc, Jardin botanique a un devoir de représentation, de collection, je dirais, de diversité. Et puis, je dirais aussi que c'est comme un magasin de bonbons. Hein? Quand on commence à regarder tout ce qu'on peut trouver sur le net, sur Internet, on se dit, bon, à chaque année, c'est comme une course contre la montre. OK, il faut que je me dépêche, je veux cette variété-là, faut qu'il en reste. Puis cette année particulièrement, il y a un engouement très, très fort à tel point qu'il y a des pénuries, il y a des sites web qui sont fermés. On le voit, même les semenciers québécois ont de la difficulté à fournir. Donc, je pense que je peux pas garder cette diversité-là pour moi. Je veux vraiment la partager, je veux inspirer, je veux piquer la curiosité. Puis aussi, je dirais pour les semenciers, je pense que c'est important d'aller chercher de la diversité ailleurs, d'aller chercher des caractères génétiques différents de ce qu'on a dans notre patrimoine pour pouvoir créer de nouvelles variétés. Fait que pour un jardin botanique, il faut absolument inspirer, il faut être transparent, être une vitrine de la diversité. Mais pour un semencier, je dirais que c'est vraiment des caractères essentiels. On ne peut pas rester seulement dans le patrimoine, dans la pureté génétique. Il faut ouvrir aussi sur ce qui se fait ailleurs. Oui, c'est ça. Parfois, le principal problème, c'est de choisir les espèces qu'on va cultiver, hein? Les variétés, tellement qu'il y en a. un autre beau problème. Sinon, alors maintenant, Jean-Nic, dans le vaste monde des semences, de nouvelles variétés apparaissent alors que d'autres sont délaissées. Jean-Nic, pourriez-vous nous expliquer la dynamique, aussi complexe soit-elle, qui apporte ces changements? Dans le fond, qui influence qui dans cette chaîne et apporte au final de la variété ou de l'homogénéité dans l'offre aux consommateurs?
Ben, écoute, j'aimerais dire que c'est les gens les consommateurs qui vont dire, bon, ben, c'est cette variété-là et on doit y aller. Il y a quand même deux canaux, un peu comme les marchés publics ou les hypermarchés, supermarchés et autres. Il y a certaines variétés qui sont préférées par ceux qui les vendent ou qui vendent le produit pour le fait qu'elles peuvent être envoyées à travers le monde puis pas subir de grandes transformations. Si tu fais ça, par exemple, avec un fruit comme le pawpaw, au bout de même pas 2-3 journées de transport, ça va devenir de la boîte. Là, donc, il y a certains éléments qui sont dictés par l'industrie, je crois, avec beaucoup de normes et d'aspects visuels qui doivent être respectés. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est les plus savoureux ou autres, mais il y a certaines sélections qui se font. Puis, je ne suis pas un expert là-dedans, c'est sûr. Là. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les marchés publics puis faire en sorte qu'il y ait de quoi de très riche dans ces milieux-là. Mais lorsqu'on regarde beaucoup dans notre réseau des petits maraîchers bio-intensifs qui cultivent plus d'une 50aine de variétés de fruits et légumes, puis qu'à chaque année, ils essaient de nouvelles variétés en fonction du dialogue qu'ils ont avec leur clientèle. Mais c'est là que j'ai l'impression, modestement, que la bibliothèque des semences, ou du moins la connaissance que les gens ont sur différentes semences, le nourrit. Bon, je vais continuer à faire des blagues, mais lorsqu'on va chez un semencier, on achète des semences. Si le semencier fait des semis, si tu as raté tes semis de tomates, ben, tu retournes le voir parce que, bon, lui, ses semis, évidemment, ça décolle vu qu'il connaît ça. Donc, tu ramènes des plants chez toi, tu en plantes. Tu n'es pas là durant une journée ou pendant une semaine, puis tes plants ont l'air de ne pas vraiment vivre bien leur vie. Donc, tu vas retourner voir ton maraîcher puis acheter ces plants-là. Donc, dans l'espèce d'échange aussi, puis dans ce qui est intéressant avec les fêtes de semences, finalement, c'est que les gens commencent à la graine, puis après ça, voient jusqu'au fruit, toute la démarche qu'ils doivent faire et tous les efforts qu'ils doivent fournir aussi pour pouvoir, en fait, goûter aux fruits de leur travail. Donc, dans le spectre de la sélection des variétés, etc., il y en a qui vont y aller pour le goût, il y en a qui vont aller pour la robustesse ou pour d'autres critères. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que lorsqu'on est dans des marchés publics, dans des espaces comme les fêtes des semences, on peut vraiment capaciter les gens à faire des efforts, puis à réussir ou pas, et finalement à partager ces bons trucs-là. Donc, ce que nous, on trouve beau pour notre chez nous, mais ce ne sera peut-être pas la même chose pour les plus grands semenciers ou d'autres qui décident de mettre des gènes différents dans certaines plantes. Mais voilà, c'est ce que je dirais à ce sujet-là. Oui, je pense que vraiment, chaque personne qui va avoir déjà fait des semis et amener la semence de tomate, l'amener jusqu'à récolter sa tomate, valorise vraiment cette chose-là et la difficulté derrière ça. Hein? Exact, ça devient pratiquement une chasse au trésor. Je vois quand je prends des photos de mes plants que, ils ont spoté des tomates noires que ma voisine, que je salue encore, m'a légué l'année dernière. Ben là, ma cousine en veut, donc il y a comme ce partage-là. Mais tu sais, je dis ça, puis vous le savez tous à la maison, là, qu'il y a ce plaisir-là de vouloir récolter, puis surtout de développer des connaissances sur des choses qui sont parfois épatantes. Là, à chaque année, dans les marchés publics, je vois des nouvelles variétés, des nouvelles sortes de fruits et légumes que je ne pensais pas que ça pousserait au Québec, ni encore moins qu'on était capable de le faire. Puis le partage de connaissances autour de ça, c'est un trésor qu'on exploite à la maison plus que quelque chose qu'on va retrouver dans les grandes chaînes de distribution. Mm-hmm. Super, merci. Alors maintenant, Jane. Jane, lorsque de nouvelles variétés de semences sont en cours de création, il faut bien vérifier le résultat obtenu. Jane, existe-t-il un dialogue entre semenciers et producteurs qui permettent de faire état des propriétés ou qualités de ces fruits ou légumes? Oui, merci pour la question. J'aimerais aussi commenter sur l'histoire de Jean-Nic tantôt parce que, il y a toute la question de la joie de faire pousser ses tomates. Il y a aussi la joie de sauvegarder ses propres semences. Des tomates, parce qu'une semence qui produit une plante peut ensuite produire des milliers de semences. C'est vraiment l'abondance. C'est super, c'est vraiment des belles expériences, assez pour se fournir pour l'année prochaine et aussi à partager avec ses voisins. Donc, c'est de la semence aux semences. C'est vraiment des belles expériences. Donc, pour ce qui est la question la question de tester des nouvelles variétés, c'est sûr que pour des producteurs, ils gagnent leur vie à travers la récolte.
Puis la semence, c'est comme le premier ingrédient pour assurer une bonne récolte. C'est comme la semence est super petite, mais à l'intérieur, c'est toutes les qualités. Résistance aux pestes, aux maladies, à la froid, à la sécheresse, la taille de la plante, la forme, tout ça. Puis c'est sûr qu'un producteur ne va pas semer tout son champ sans tester le produit avant. Puis on dit souvent que tous les producteurs ont des petits coins, des petits parcelles dans leur champ où ils testent des nouvelles variétés. C'est super important. Puis s'ils aiment la variété, ils vont peut-être le faire pousser à plus grande échelle, ensuite à plus grande échelle. Donc, le dialogue entre les semenciers et aussi les chercheurs et les producteurs est super importante. Une des façons de structurer un tel dialogue, c'est en coordonnant un réseau d'essais à la ferme. Puis nous autres, à Sème l'Avenir, on coordonne en fait un réseau d'essais à la ferme ici au Québec. Il y en a plusieurs aussi en Amérique du Nord. Ici au Québec, il y a un réseau établi avec l'ACAP et le CETAB, où l'objectif est justement d'avoir un dialogue direct avec les fournisseurs de semences sur la performance des variétés et les besoins des jardiniers maraîchers. Donc, nous autres, c'est dans nos recherches, dans nos efforts de développer de nouvelles variétés, on mène nos projets en fonction des critères des producteurs et on a un dialogue ongoing, je ne sais pas c'est quoi le mot en français. En continu. On continue avec les producteurs pour nous assurer que les semences, les variétés qu'on développe répondent à leurs besoins. Puis j'ajouterais aussi, c'est vraiment des variétés qui répondent aux besoins des producteurs, qui sont adaptées aux conditions locales et aussi la production écologique. Mm-hmm. Donc, pas nécessairement de production d'un fruit, d'un légume qui serait produit pour le transport ou pour le besoin d'un distributeur. C'est le besoin direct du maraîcher. Exact. Et aussi, dans la plus grande... la majorité de la recherche sur les semences, c'est vraiment de les développer pour, avoir une bonne performance en lien avec des produits, si on les pousse avec des produits chimiques. Donc, des pesticides, des engrais chimiques, tout ça. Donc, c'est vraiment le développement des semences est en étroit lien avec l'utilisation de ces produits chimiques. C'est vraiment une minorité d'efforts en recherche qui sont vraiment, qui visent la bonne production sans ces produits chimiques, vraiment dans ce que nous autres on appelle l'agroécologie. Donc, c'est ça qui est super important, d'avoir une bonne performance dans une production bio. Super. Alors maintenant, dernière intervenante pour ce bloc-ci. Alors, Isabelle, au Jardin botanique sont cultivées un grand nombre de variétés de fruits et légumes. Isabelle, comment croyez-vous que les semenciers pourraient bénéficier de cette culture que vous faites dans vos jardins? Bien, c'est ça, j'écoutais Jane, puis là, je me disais, moi aussi, je veux faire partie de ce réseau-là. Non, ouais. En fait, oui, vas-y, Jane. Non, j'ai dit, t'es la bienvenue. All right. C'est que moi, depuis 2011, 2012 que je suis horticultrice du Jardin nourricier, je ne l'ai pas dit tantôt, mais à force de goûter à tout, on goûte quand même, il faut tester le produit, là. Donc, des fois, on goûte un peu juste pour voir si la tomate vaut la peine et tout. Puis, je me dis, mais comment, moi, dans mon champ d'action, jardin botanique, je peux influer sur le retour de la saveur dans notre assiette, dans nos marchés. Pas juste, moi, je peux faire pousser ça sur mon balcon, je peux faire pousser ça dans un jardin, mais moi, je donne un exemple, le piment à Banada, je veux l'acheter au marché. J'aimerais ça le trouver. Bien, je me suis dit, la première chose, c'est de faire pousser des plantes. C'est ça que je fais dans la vie, parce que ça commence bien. Mais surtout de partager, d'essayer d'initier une espèce de réseau d'échange de variétés. Donc là, je vois que Jane, tu dis qu'il y en a un, puis je ne sais pas comment moi, ce que je voulais faire cet été, l'été en 2020, c'est faire une journée porte ouverte pour les semenciers, les maraîchers,
pour montrer toute la diversité que moi, je fais pousser. C'est sûr que je ne peux pas prendre tout en note, mais je peux quand même observer la productivité, la saveur, la rapidité de croissance. Il y a beaucoup de choses que je peux partager. Fait que j'aimerais vraiment ça le faire en 2021. 2021, si c'est possible, on essaiera de se coordonner, Jane ou Jean-Nic, si ça t'intéresse d'embarquer dans ce projet-là. Parce que c'est un travail colossal, là, dans le fond. C'est ça. Tu te ramasses avec trop d'informations et... Mais j'ai 135 variétés de tomates, 20 cultivars d'aubergines, 90 cultivars de piments, 150 variétés de courges. Il y en a plein d'autres, là. Même dans les arachides, j'ai des cultivars d'arachides. C'est vraiment dense, là. Fait que, puis à chaque année, il y a un jardin d'essai. Fait que, tu sais, ce qui est dans le jardin d'essai, on les teste. Puis si ça passe le test, c'est performant, c'est peu attaqué par les insectes, on l'observe. Fait qu'on garde ces variétés-là, puis on les introduit dans le jardin principal. Puis à chaque année, bien là, j'achète 10 millions de semences que j'essaie de faire rentrer dans 3 plates-bandes. Puis, je les teste. Fait que, en tout cas, moi, tranquillement, pas vite, d'essayer d'établir un réseau, de participer dans mon champ d'action à moi, là, parce que je ne peux pas aller plus loin que ça, mais ça me fera plaisir d'accueillir les semenciers maraîchers ou ceux qui sont intéressés là, dans ce réseau-là. C'est ça, c'est un travail colossal, mais bon, commençons par le commencement. Hein? C'est ça. Alors, donc, ce sera notre première période de questions. Donc, tout le monde, je vous invite à utiliser la fonction « Lever la main » pour poser votre question directement aux intervenants ou bien à inscrire votre question dans la boîte de clavardage. Je pourrais peut-être commencer. J'ai vu que le chat est complètement enflammé par une question qui est comment peut-on conserver nos semences? Je pense qu'il y a plusieurs manières de conserver des semences. Ça dépend des espèces, en fait, mais je vais laisser peut-être soit Isabelle ou Jane répondre. Je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question complexe. Non, pas Jane? C'est mieux, Isabelle, mais je vois aussi dans le chat qu'il y a une bonne ressource qu'on a partagée. C'est le guide de Semences du patrimoine Canada. C'est vraiment bon. OK. C'est ça, je veux dire, au jardin botanique, on n'a pas le temps de conserver les semences. Je n'ai pas la possibilité non plus de créer des variétés parce que c'est un art d'être semencier. Ça demande beaucoup de rigueur et d'observation et de temps. Et aussi, j'ai tellement de variétés qu'il pourrait y avoir des croisements, des hybridations. On perdrait la génétique d'une plante. Fait que moi, mes semences, je les conserve. On peut les conserver au frigo. On peut les conserver dans un endroit pas trop chaud, évidemment, parce que dès que c'est... Après plusieurs années, on perd la viabilité de la semence si elle n'est pas bien conservée. Mais pour chacune des espèces, ça se peut qu'il y ait des précisions, mais comme Jane l'a bien dit, le document de Semences du patrimoine est extrêmement précis et bien fait. Référez-vous à ça plutôt qu'à moi. Je ne suis pas une spécialiste de ça. J'ai vu aussi des bonnes suggestions dans le chat. Les tomates, les pois, les haricots, ce sont des espèces assez faciles pour commencer. Puis comme Isabelle a dit, sec, noir et frais. Voilà. Tout a été dit. Mais oui, puis c'est bien de l'essayer, de commencer plus petit chez soi. Là, ce que Isabelle raconte, c'est pour ne pas mélanger les variétés, pas avoir d'hybridation, mais quand on fait un potager chez soi, c'est loin d'être un problème, là. Donc, il n'y a pas de souci à récolter les semences qu'on a dans notre jardin. Ben, c'est mon affirmation. Je pense que Isabelle et Jane seraient sûrement d'accord, là. Tout est possible. Des semences, essayez. Même si vous prenez, il y a des gens qui prennent des piments de l'épicerie, essayez, voir qu'est-ce que ça va donner. Ça peut donner une belle diversité. Ça ne veut pas dire que ça va donner le même piment que vous avez pour plusieurs raisons.
Mais c'est intéressant de faire des tests. Puis je voyais un commentaire dans le chat qui disait bon, mes semences datent d'une certaine date, puis ça l'a quand même produit en 2020. Forcément, c'est sûr, sur l'ensemble des semences, il y en a qui vont durer plus longtemps. Puis selon les espèces, mettons les tomates, mettons c'est 4-5 ans, les artichauts, c'est 8-10 ans. Puis ça dépend aussi de comment c'est conservé, mais il y a des calendriers qui existent là, qui dit, justement, Semences du patrimoine le dit, je pense, la durée de conservation moyenne de chacune des espèces de potagères. Ça peut donner un exemple. Puis surtout quand vous achetez vos semences ou quand vous récoltez vos semences, écrivez la date de récolte sur vos semences. C'est bien important, ça va vous donner une idée. Il y a des gens qui... OK. Alors, je pense qu'il y en a qui ont levé la main. Est-ce que Mme Carole Arsenault voulait poser une question? Je pense qu'on a le temps pour peut-être 2 questions rapides. Madame Arsenault, voulez-vous, il faudrait enlever remettre votre micro à on. Audio, oui, c'est bon? Oui, allez-y, on vous écoute. OK, bien, je veux savoir, j'ai fait un test de semences avec des semences de kale. C'est le White Russian. Il y en a une seule qui a germé. Alors, je l'ai mis en terre, là, elle commence à pousser. Est-ce que cette semence-là, qui est plutôt vieille, va donner un aussi bon résultat sur mon plan que si c'était une semence très récente? Merci. Alors, qui voudrait répondre à cette question? Qui voudrait répondre à cette question? On ne peut pas savoir sans faire ce qu'on appelle des tests de germinaison. Mais donc, je vous recommande d'en faire un, puis voir, c'est comme vous prenez peut-être 5 semences ou 10 semences, puis vous mettez un peu d'eau, puis vous voyez si, comment dire, if they germinate. Isabelle, aide-moi. Ils germinent. Ils germinent. Merci. Okay. Mais c'est sûr que les semences, ils perdent leur vivacité avec le temps. Chaque semence. Puis il y a des semences, il y en a qui vont les perdre dans peu de temps, puis il y en a d'autres qui vont durer plus longtemps. Puis la seule façon de savoir, c'est de tester. C'est bien. OK. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Peut-être quelqu'un qui voudrait lever la main. On aurait le temps pour une dernière question rapide. Tiens, quelqu'un, je vois ici Jennifer Messier qui dit moi, j'ai une mini-serre et mes semences pourrissent. J'imagine quand elle fait ses semis. Pourquoi? Tu as une raison. Jennifer, pourquoi ça pourrit? Ça dépend comment vos semences peut-être ont séché. Peut-être qu'il y avait... je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des spores de champignons dessus ou je ne sais pas trop, mais l'idée peut-être, c'est que c'est peut-être que ça a trop, elles n'étaient pas assez viables, puis ça prend du temps à germer, puis que la semence a pourri, il y a eu trop d'eau dans votre semis. C'est vraiment difficile de dire, de répondre sans pouvoir connaître l'historique là, au complet. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ben, ça peut être plusieurs cas, c'est ça. Je pense qu'il faut rester attentif quand on fait son semis. Puis même les professionnels, des fois, il y a des choses qui peuvent mal aller aussi lors de leur semis, lors de la... Ouais. OK, alors... C'est vraiment vrai ce que tu viens de dire. En fait, c'est vraiment... Tu sais, on est des professionnels, mais on apprend par essai-erreur constamment. On est tout le temps en train on essaie de ne pas faire le plus d'erreurs possible, mais je veux dire, on fait quand même pas mal d'erreurs des fois. Puis en fait, c'est par les erreurs qu'on apprend puis qu'on se pose des questions. On est toujours en train de s'adapter. C'est pas une science précise, c'est vraiment la nature. On s'adapte à la nature. Fait qu'on observe, on essaie de comprendre, on va chercher de l'information. Puis, il y a aussi les renseignements horticoles, souvent, qui peuvent répondre à beaucoup de questions. Ils font beaucoup de recherches au Jardin botanique. Vous pouvez les trouver sur le site web, leurs coordonnées. C'est vrai.
Donc, ils sont joignables par courriel. Alors, parfait. Merci tout le monde. Il va y avoir d'autres périodes de questions prochainement. Donc, vous pouvez garder vos questions. Alors, on va passer au deuxième bloc, donc l'engouement actuel et l'avenir du marché local. Alors, je vais commencer en posant une question à Jane. Alors, Jane, nous le savons tous, la pandémie a eu des impacts inattendus sur l'économie et donc aussi chez nos semenciers. Jane, quel a été le résultat de la COVID sur les ventes de semences et autres produits locaux au Québec? Et pouvons-nous croire que la situation va perdurer une fois la pandémie terminée? Merci. Je ne vais pas répondre pour les autres produits. C'est peut-être Jean-Nic qui peut répondre. Mais je pense que le COVID nous a démontré vraiment l'importance des circuits courts parce qu'il y a eu des interruptions dans les chaînes de valeur internationaux. Puis les gens c'est sûr qu'il existe déjà des gens qui appuient beaucoup les producteurs locaux, mais il y en a d'autres qui ont vraiment réalisé l'importance des producteurs locaux, les chaînes de valeur locaux aussi. Et il y a des gens, pour différentes raisons, soit qu'ils étaient comme chez eux, ils avaient plus de temps, soit qu'ils avaient perdu leur emploi, puis leur sécurité alimentaire était en péril. Il y a vraiment eu un grand, explosion, en fait. Engouement, oui. C'est ça, d'intérêt aux semences locales. On connaît des semenciers qui ont dit qu'ils ont vécu une augmentation de 10 fois leur vente comparée à des années précédentes. Donc, vraiment une augmentation importante au niveau du marché. C'est sûr que ce genre de différence, comme ce genre cette taille d'intérêt, je ne sais pas si c'est la bonne expression, ne va pas durer, mais on espère que la reconnaissance de l'importance des producteurs locaux, des semenciers locaux, l'importance d'appuyer les circuits courts, ça va durer pendant très longtemps. Super, espérons aussi. Alors maintenant, Jean-Nic, justement, la perche vous a été envoyée. Jean-Nic, on sait que l'arrivée de la pandémie a demandé aux marchands une grande capacité d'adaptation. Jean-Nic, l'engouement pour les marchés publics est-il en croissance? Est-ce que ce virage vers la vente en ligne s'effectue bien? En fait, c'est en croissance, même avant la pandémie, le nombre de marchés publics, donc de communautés, de producteurs et de citoyens-mangeurs qui décident de se solidariser pour occuper une place publique et développer un marché est en augmentation. J'ai craint au premier jour de la pandémie, au mois de mars l'année dernière, qu'il y allait y avoir plusieurs marchés qui allaient renoncer à leurs activités. Il y en a eu quelques-uns, mais il y en a eu plus même que l'année précédente. On est rendu autour de 135 membres à l'association, comparativement à 123 en 2019. Donc, c'est des chiffres, mais tout ça signifie que les gens sentent que c'est important. Et rapidement, suite à nos moyens de pression, ou du moins aux discussions qu'on avait avec les autorités, les marchés publics ont été reconnus comme commerce d'alimentation, donc services essentiels. Et c'est normal, en fait. Ce n'est pas des activités comme des événements, c'est un lieu où les gens se réunissent pour s'alimenter localement. Puis le petit commerce qu'il peut y avoir au marché, en fait, quand on regarde les retombées socio-économiques que ça a, puis les retombées même économiques au sein de la localité ou des villages avoisinants sont énormes pour le nombre d'heures d'ouverture qui sont ouverts par année et pour le dynamisme économique qui s'y retrouve. Ce n'est pas ce qui va créer du dynamisme, mais c'est assurément quelque chose qui va pousser à l'effervescence en fait, des échanges puis de l'achat local. Donc, est-ce que c'est en engouement et en croissance? La réponse est oui. Ce qu'on a remarqué sur l'ensemble des marchés, c'est que même s'il y avait moins de personnes qui venaient au marché, dans la grande majorité, je vous dirais, là, il y avait plus d'achats. Donc, au lieu de venir à 4, les gens venaient seuls, vu qu'ils n'amenaient pas l'ensemble de leur famille, vu qu'il n'y avait pas nécessairement d'événements, puis c'était vraiment un marché, je dirais presque humanitaire. Là. Tu rentres, tu achètes, tu retournes chez vous. Là. Il n'y a pas d'animation culinaire ou quoi que ce soit. C'est assez direct comme service.
Et même s'il y avait apparemment moins de personnes sur le site, ben, les portefeuilles étaient ouverts et étaient même plus grands ouverts. Et il y a eu de très nombreuses ventes. Puis, bon, Jane en a fait allusion par rapport aux semences, mais vous l'avez vu autant que moi, là, il y a eu un engouement pour le pain, il y a eu des pénuries pratiquement de farine, ensuite pour les pots maçons, ensuite pour les semences. Donc, moi, c'est des indicateurs de santé sociale et je dirais même de santé mentale à certains égards, parce qu'on le sait, se mettre les mains dans la terre, c'est bon pour nous, pour les santé mentale notamment. Par rapport au marché virtuel, l'association a rapidement lancé un projet de marché virtuel à même son réseau au début de la pandémie, en fait, après les premiers mois. Et en fait, c'est cyclique. Hein? Lorsqu'il y a de plus en plus de kiosques à la ferme d'ouverts, que les paniers ont commencé, que les marchés publics sont ouverts, il y a moins en moins de personnes qui décident d'acheter en ligne des produits. Heureusement pour nous, même si ça fait partie d'un circuit court, quand même, les boutiques en ligne et les marchés en ligne que les producteurs pourraient avoir dans vos régions ou à travers le Québec, le fait est que les gens aiment se voir, donc ça c'est une bonne chose, mais aussi aiment aller à la ferme puis voir les aliments qu'ils vont acheter pour les ramener à la maison. Les achats en marché public sont souvent impulsifs, donc le fait de se présenter sur place, même s'il y avait de l'attente, certaines personnes dans notre réseau nous faisaient la comparaison. Il y a des gens qui préféraient attendre 30 minutes avant de pouvoir avoir accès dans la file au kiosque du maraîcher qu'ils préfèrent pour acheter des produits, au lieu de dire, je vais passer environ 30 minutes à la maison en train de sélectionner mon panier d'achat puis devoir rentrer n'importe quelle connexion où on le sait tous là, que c'est pas tout le temps facile l'achat en ligne. Donc, il y a une espèce de processus de pourquoi m'isoler davantage après mes 15 réunions Zoom de la journée pour faire mes achats en ligne versus aller au marché. Là où c'est vrai qu'il y a des habitudes de consommation qui changent, l'achat local est de plus en plus important, l'achat en ligne aussi, mais c'est souvent dans les achats, ce qu'on remarque en fait, qui ne font pas vivre d'émotion. Donc, acheter 1 kilo de farine ou 1 kilo de sucre, surtout le sucre, c'est pas... tu ne veux pas prendre des photos devant l'antique en train de dire que tu vas vivre une expérience agro-touristique. Là, tu vas vraiment acheter des produits de base. Donc, ça, effectivement, c'est un no-brainer. On n'a pas besoin de réfléchir pour acheter ce genre de produit-là. Mais tout ce qui est le lien avec le producteur, il y a encore ce désir-là. Puis, en fait, ça croît à aller le voir et le fréquenter. Puis même, ce que je remarque aussi par rapport c'est pratiquement une étude de cas, mais l'essai qu'on a fait cette année par rapport au marché virtuel, c'est que les producteurs vendent plus physiquement autant à la ferme qu'en panier qu'en marché public. Donc, s'ouvrir un autre canal de commercialisation qu'est le marché virtuel n'est peut-être pas la stratégie à faire lorsqu'on voit qu'il y a un engouement mesuré puis un engouement important par rapport à tout ça. Là où il y a eu un problème, puis je finirai là-dessus, c'est souvent, il y a des nouvelles variétés, des nouveaux produits. On mange de plus en plus de champignons, d'insectes, de fermentation et autres. Et les gens aiment goûter ce produit avant d'acheter. Et là où les mesures sanitaires sont restrictives, c'est la même chose pour le vin. Si je veux acheter un vin en marché public et je ne peux pas le goûter, c'est en le goûtant, c'est quand on l'a dans la bouche généralement qu'on ouvre le portefeuille, comme c'est un achat impulsif. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un engouement qui va sûrement se développer davantage. L'important, c'est d'avoir les gens à la ferme, au marché public, qui rencontrent le producteur. Une fois qu'ils ont goûté au produit, généralement, il y a une petite dose d'addiction là-dedans, puis on y retourne. Donc, c'est ce que je dirais par rapport aux tendances. Alors maintenant, Isabelle. Isabelle, les gens sont habituellement réfractaires au changement et le goût est quelque chose qui se développe. Isabelle, quelle stratégie adoptez-vous dans vos jardins afin de faire connaître la grande diversité qui existe chez les fruits et légumes? Bien, je vais faire un lien aussi avec ce que Jean-Nic disait, la dégustation et tout. C'est ça, au Jardin botanique de Montréal, écoutez bien, on n'a pas le droit de cueillir les légumes et de goûter les légumes. Bon. Donc, c'est une problématique parce que c'est regarder sans toucher. Donc, comment goûter des yeux ces variétés-là, c'est un peu frustrant. On a le goût de toucher, on a le goût de goûter. Donc là, moi d'abord, j'ai commencé à faire des dégustations parce que tout le monde me disait « Es-tu bonne cette tomate-là? Es-tu bon ce piment-là? » Moi, mon travail, c'est de faire pousser. Donc, je pourrais dire oui, elle est performante, oui, elle fait beaucoup de fruits. Mais goûter, on n'a jamais vraiment goûté. Fait que tranquillement, pas vite, on s'est mis à goûter
en privé entre jardiniers. Puis là, l'idée a fait du chemin de dire, est-ce que je ne pourrais pas faire des dégustations déjà avec des gens comme des chefs cuisiniers qui sont capables, je trouve, qui ont une facilité à décrire, à identifier les arômes, la saveur, etc. Des maraîchers qui ont des points de comparaison avec leurs variétés à eux. Donc, on a commencé comme ça, puis en 2019, on a fait une plus grosse, on a agrandi la table, puis là, on a fait une grande dégustation de piments, mais en privé. On a invité l'émission L'Épicerie, fait que c'est une émission que vous pouvez regarder sur tout.tv, un reportage, une partie du reportage. C'est pas l'émission complète de L'Épicerie, là, c'est juste un petit bout. Juste un petit morceau. Mais c'est pour montrer que c'est ça qu'on essaie. Moi, en tout cas, c'est mon champ d'action, comme je parlais tantôt, de comment faire pour faire découvrir ça. Fait que j'ai passé un peu le message, en fait, essayer de rejoindre ces acteurs de changement-là. C'est le public, c'est les chefs cuisiniers, c'est les maraîchers, qui fait qu'on ramène la saveur dans notre assiette. Fait que c'est encore ça, mon leitmotiv. Puis, en 2020, je vais faire une grande dégustation de tomates. Commencer avec ça, avec 135 variétés différentes au public. Mais la pandémie a fait en sorte que ça s'est arrêté. Alors, peut-être qu'en 2021, je pourrai le faire. Puis, c'est sûr que moi, je rêve de faire des fêtes de récolte parce que je trouve qu'il faut... On ne peut pas manger tout le temps, sinon, si tout le monde mange, on ne pourra plus profiter du jardin, on ne pourra plus voir cette variété-là ressemble à quoi. Puis, je veux juste dire aussi en passant que nous, on récolte les légumes à toutes les semaines. Cette année, on a donné les légumes à 4 organismes. On a récolté 800 paniers. On a fait juste des légumes. On n'a pas fait le jardin habituel. Puis, tout ça pour dire que j'espère vraiment pouvoir donner un cadre précis où on pourra goûter à cette diversité-là. Ça répond à la question ou j'ai complètement dérapé, là? OK. Ça répond assez bien à la question, oui. Assez bien. Alors maintenant, Jane. Jane, pour le public, le travail de semencier et de semencière semble particulier. Comment est-ce qu'on fait, Jane, pour devenir semencier ou semencière? Est-ce qu'il y a des formations, des cours qui sont reconnus? Oui, c'est vrai que c'est particulier. Puis j'ai déjà entendu la comparaison avec le producteur et le semencier. C'est comme la même chose que le cuisinier et le boulanger ou la pâtissière. C'est vraiment, c'est super technique, puis c'est très différent. Puis c'est pas quelque chose qui est enseigné très souvent dans des cours à des universités ou des institutions formelles où on peut aller suivre des cours en agriculture. Donc, c'est pas facile à trouver des formations. Puis souvent, pour des jeunes qui veulent se lancer dans une carrière en agriculture, ils ne vont pas être exposés à la possibilité de devenir semencier. Ou d'intégrer la production de semences dans leur opération. Donc, c'est vraiment une lacune importante. Puis jusqu'à récemment, il y avait vraiment très peu de formation. Donc, si, par exemple, il n'y a pas de programme de sélection dans les légumes au Québec, puis ça pourrait permettre de former des sélectionneurs et créateurs de variétés. Donc, c'est autant les semenciers, mais aussi les chercheurs qui peuvent nous aider à développer des nouvelles variétés pour l'avenir. Donc, s'il y en a des jeunes ici sur le Zoom qui s'intéressent à ça, c'est comme il y a des carrières intéressantes dans la recherche et aussi dans la production, mais il reste présentement une lacune d'opportunités pour des formations. Oui. Super, merci. Alors, Jean-Nic, l'engouement pour les produits locaux se fait ressentir jusque dans les épiceries et la situation actuelle nous a fait nous poser des questions sur notre souveraineté alimentaire. Jean-Nic, quel est l'avantage pour les producteurs locaux de pouvoir vendre en marché public? Bien, il y en a plusieurs, en fait. C'est sûr que si on se reconnaît des bonnes habitudes de communication puis qu'on a le goût d'aller sur la place publique, rencontrer les gens, puis se faire soumettre différents types de commentaires, puis pouvoir échanger avec eux,
l'avantage, c'est souvent de rencontrer directement la clientèle, le marché public, comme le kiosque à la ferme ou d'autres modèles de commercialisation en circuit court qui est très, très proche en fait, du lieu de production, permet d'avoir un contact de proximité exemplaire. Même s'il y avait des masques cette année ou du Purell a pu finir, les gens voyaient les producteurs, puis le côté chaleureux c'est de la vente de produits, mais c'est plus, comment dire, un échange de services finalement. T'sais, on reconnaît ceux qui nous permettent de faire autre chose. T'sais, dans le fond, quand tu as un producteur qui produit de la nourriture, une entreprise bioalimentaire ou peu importe, ben, ça te fait en sorte que toi, tu n'en produis pas. Donc, tu peux vaquer à d'autres occupations. C'est lui qui garde le fort, entre guillemets. Bon, sans tomber dans la souveraineté alimentaire plus, mais le fait, on voit qu'il y a cet engouement-là de plus en plus, où il y a beaucoup... cette année, en fait, c'est la première fois, il faudra voir avec les tendances, mais que le nombre de fermes augmente au Québec plutôt que diminuer. Donc, on va voir ce qui va se passer au niveau à la fin de l'année financière, etc., avec le dépôt des bilans, puis si c'est une tendance pour les prochaines années. Demeure qu'il y a un message intéressant qui s'y passe là. Puis lorsqu'on voit les nouvelles fermes, le fait de vendre à la clientèle directement, donc la vente directe sans intermédiaire. Il y en a de vente directe avec un intermédiaire qui est, par exemple, le détaillant agroalimentaire, l'épicerie, etc. Déjà, dans ces modèles-là, il y a un cadre beaucoup plus strict pour la vente, tandis que le marché, tu amènes ta table, tu respectes les règlements du marché, puis tu peux vendre directement à la population en respectant les règles d'hygiène et salubrité du ministère qui sont, somme toute, faciles à respecter. Ça répond au commun des mortels. Donc, c'est ça l'avantage, je te dirais, de vendre en marché public, c'est le contact de proximité avec la clientèle. Puis il y a beaucoup de producteurs dans le temps où j'étais gestionnaire qui me disaient que ça leur faisait du bien parce qu'à passer une semaine dans les champs à travailler, surtout pour les éleveurs, par exemple, quand le tracteur pète ou qu'il y a quelqu'un que ce soit qui arrive et que ça a une petite frustration qui se développe, bien, le fait de se faire remercier les yeux dans les yeux à la clientèle ou le fait de dire que grâce à lui, il y a eu un souper mémorable en famille, bien, ça donne la petite tape dans le dos. J'ai l'impression, modestement, que certains producteurs, mais en fait, que tout le monde a besoin une fois dans la journée. Et ça fait une bonne... de bons échanges, tout simplement. C'est beaucoup plus concret autant pour le maraîcher que pour le consommateur, dans le fond. Oui. Ben, exact. Puis même chose, là, moi, mon rapport avec le produit, c'est pas un code barre scanné qui fait bip. C'est une personne qui me dit merci, puis que je vois les produits, puis je vois l'étendue de ce qu'il fait. Puis comme je le dis, en fréquentant le marché, bien, on voit aussi comment il évolue semaine après semaine, les producteurs qui arrivent ou qui partent ou ceux qui développent leur étal. On voit l'abondance, on voit que c'est mesuré. Puis je pense que c'est un bon moyen d'éduquer les gens sur comment on fait notre bouffe, comment on la cuisine, comment on la préserve, mais aussi c'est quoi tout le travail qu'il y a derrière ça pour vraiment voir la valeur qu'il y a dans le prix qui est souvent modeste. T'sais. Puis bon, en épicerie, on voit des belles grosses tomates qui sont souvent mises dans le conteneur à la fin de la journée. C'est pas la même chose. Il y a un sens d'éthique aussi de payer de juste prix pour un juste travail, un travail éthique et responsable. Puis quand on voit toutes les nouvelles générations, mais aussi les anciennes qui travaillent dans les entreprises bioalimentaires du Québec, semenciers, éleveurs, etc., bien, j'ai d'autant plus envie de mettre un 10 cents de plus pour supporter ces entreprises-là versus acheter des tomates qui viennent du Mexique ou d'ailleurs. Parfait. Merci. Alors, finalement, Isabelle, lorsqu'il s'agit de produire des végétaux au Québec, on doit se plier aux exigences de notre climat. Sur le site de Cultiver Montréal, il a été publié une carte des zones de rusticité. Isabelle, pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces zones de rusticité et en quoi cela est important pour le choix de nos semences? OK. Les zones de rusticité, ça s'adresse, c'est surtout pratique utilisée pour les plantes vivaces, rustiques, qui vont, en fait, une plante vivace, ça pousse plusieurs années de suite, ça résiste à nos hivers, ou une bisannuelle qui va faire son cycle en 2 ans. Première année, elle va faire du feuillage. Deuxième année, elle va passer l'hiver. Deuxième année, elle va faire ses fleurs et ses semences. Donc, les arbres fruitiers, les arbustes et tout ça. Donc, c'est des zones climatiques basées sur la résistance des plantes durant l'hiver. Donc, on va donner une zone, la zone maximale que la plante peut supporter, mettons, à l'asperge, qui est zone étroite.
donc, c'est pratique pour ça. Fait que dans les plantes vivaces potagères, là, on a l'asperge, on a la rhubarbe, l'ail qui sont en zone 3. Dans les zones 4, on pourrait avoir des fines herbes, origan, thym, sauge, l'oseille. Dans la bisannuelle du persil. Sinon, pour les autres plantes, en fait, il y en a beaucoup qui sont vivaces. Les tomates, piments, c'est des vivaces, mais ils sont non rustiques. Donc, on ne résiste pas à nos hivers. Donc, l'idée, c'est ce qui peut être pratique pour les zones de rusticité, c'est de savoir que, en fait, j'ai oublié de dire, les zones de rusticité, ça va de 0 à 9 au Canada, parce qu'en France, c'est un autre système de zones. Aux États-Unis, c'est un autre système de zones. Au Canada, c'est de 0 à 9, 0 étant le plus froid, 9 étant le plus chaud. Et il y a les zones A et B, A étant plus froid que B. Donc, Montréal, c'est 5B. Québec, c'est 4B. Chicoutimi, c'est 3B. Val-d'Or, c'est 1. Ou 2. 1 ou 2. En tout cas, c'est beaucoup plus froid. Ce que ça donne pour les annuels, pour la culture des plantes potagères habituelles, tomates, piments, tout ça, basilic, c'est la période où on va pouvoir travailler le sol, la durée de la saison estivale. Donc, à partir de quand on peut planter nos tomates, la date de dernier gel. À Montréal, zone 5B, c'est fin mai. C'est sûr, il faut faire attention parce que avec les changements climatiques, il faut quand même regarder Météo Média, voir la température de nuit. Souvent, elle est beaucoup plus froide que celle du jour. Alors, il faut faire attention à cette notion-là, mais ça nous permet de dire, sur les sachets de semences, il est écrit pour les tomates de 8 à 10 semaines avant le dernier gel ou avant la plantation. Donc là, on part de cette date-là. Zone 5, c'est 25 mai, on remonte dans notre calendrier, on crée notre calendrier comme ça. C'est sûr qu'on peut toujours prendre un calendrier qui existe déjà. J'en ai découvert pendant longtemps, il y avait sur leur site web des beaux calendriers de semis. Espace pour la vie, il y en a aussi. Puis aussi, les zones de rusticité, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Zone de rusticité, c'est plus pour les vivaces, les bisannuels. Pour les plantes potagères, ça nous indique la durée de la saison estivale, à partir de quand on peut travailler. Ça peut donner une indication. Puis, mais il faut surtout se fier sur le nombre, le temps de maturation aussi sur les sachets de semences. Donc, mettons, les tomates, ils disent 85 jours ou 50 jours. Donc, c'est à partir du moment où on plante. Ça, c'est bien différent. À partir du moment où on plante, on calcule 85 jours avant que la fruit arrive à maturité. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est bon. Alors, je vais peut-être prendre juste une seule question parce qu'on avance vite dans le temps. Peut-être Marc-Aurèle José. Bonsoir. J'ai réussi à me démuter, oui. C'est bon, vas-y. C'est bon, merci. En fait, ma question est un peu dirigée pour Jane suite au commentaire de tantôt. Si l'idée de devenir semencière fait partie de nos bulles de « je vais bientôt avoir 40 ans et je change de vie », on fait quoi à part dire « ah, ça serait le fun ». Parce que là, j'ai fouillé beaucoup sur plein de sites, j'ai vérifié partout, à aucun endroit, il y a une formation. Il y a plein de places qui disent « ah, j'ai suivi mon cours avec un tel ou avec une telle », mais c'est tous des gens qui ont travaillé avec des semenciers ou des semencières, mais il n'y a pas nulle part d'autres informations. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver ailleurs? Ou je continue à espérer de croiser un semencier sur mon chemin en allant au marché? Comme tu as vécu, c'est pas facile de trouver des informations. Puis souvent, les semenciers, c'est des autodidactes. C'est ça, c'est des gens comme toi qui ont déjà fouillé sur l'Internet puis dans les livres pour apprendre eux-mêmes puis après se lancer. Je sais que Daniel Brisebois de la ferme coopérative Tournesol donne souvent des formations puis veut encourager des gens qui veulent se lancer. Donc, je peux te recommander de contacter Daniel puis la ferme Coop Tournesol. Il y a aussi le réseau des semences paysannes. Parce que souvent, c'est difficile de trouver des ressources en français.
il y en a plus en anglais qu'en français, mais le réseau des semences paysannes en France a des ressources intéressantes aussi. Nous autres aussi, on a créé avec Canadian Organic Growers un cours en ligne pour la production de semences horticoles, sachant qu'il y avait cette lacune. Je ne sais pas si on va l'offrir cette année, mais ça aussi pourrait être intéressant. Mais je pense que la meilleure chose à faire, ça serait d'aller directement à un semencier, poser des questions, puis voir s'il y a une possibilité d'apprentissage sur la ferme. Super. Alors, merci, Jane. Justement, donc, on va entamer notre dernier bloc. Alors, on va parler de biodiversité et d'adaptation au changement climatique. Alors, ma question va aller à Jane. Alors, Jane, nous savons que la biodiversité est un sujet de l'heure. Les changements climatiques affectent entre autres les populations végétales. Jane, quel rôle peuvent jouer les producteurs et productrices de semences dans la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique? Merci. Donc, de notre perspective, la façon que nous autres, on voit une ferme, c'est comme une banque de gènes ou une banque de semences. Et souvent, on pense, les gens pensent à la banque de gènes en Norvège, Svalbard, c'est ça qu'on a en tête quand on pense à des banques de gènes. Mais pour nous autres, une ferme, le champ, c'est en fait des banques génétiques vivantes et en évolution. Puis c'est vraiment l'adaptation aux conditions locales qui va nous aider à être résiliente face au changement climatique. Donc, il faut vraiment faire pousser la diversité, sélectionner les plantes, les variétés qui performent le mieux dans des conditions qui sont toujours en évolution, sauvegarder les semences, les ressemer, puis reproduire le processus encore et encore et encore pendant des années. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais c'est comme ça, c'est à travers la biodiversité et c'est à travers l'adaptation locale qu'on va faire face au changement climatique. Puis j'ai dit tout à l'heure que comme le semence, c'est tout, mais c'est vraiment c'est la diversité génétique qui est vraiment clé pour faire face au changement climatique. Donc, il faut vraiment sauvegarder la diversité génétique de nos semences pour faire face au changement climatique. Puis c'est aussi la beauté, c'est aussi de la beauté de la chose, la diversité en couleurs, en saveurs, en formes, tout ça. Donc, c'est les changements climatiques, mais aussi c'est la joie de s'alimenter, c'est la joie de manger aussi. Super, merci. Alors maintenant, Jean-Nic, les changements climatiques nous affectent tous à différents niveaux. Il n'est pas du tout exclu que leur progression s'arrêtera sous peu. D'après toi, en termes de production et de consommation alimentaire, les communautés ont-elles un rôle à jouer face au changement climatique? Ben oui, en fait, c'est évident. En fait, si on s'en remet au pouvoir décisionnel des États ou de l'ONU ou je ne sais trop, je pense qu'on rate à côté. Là, on est, en fait, dans ma perspective, on n'est pas dans la lutte au changement climatique, mais dans l'adaptation au changement qui s'en vient. Puis le fait de renouer avec le simple fait de savoir comment préserver ses semences, cultiver, conserver ses aliments, c'est une partie inhérente en fait à ces adaptations-là. Il y a des changements qui vont peut-être être heureux pour certains climats comme le nôtre. Là. Je mets heureux en parenthèse parce qu'il y a quand même beaucoup de bouleversements qui va se passer. On ne vit pas seulement dans une cloche de verre. Mais somme toute, oui, le fait de... Puis c'est pas pour rien, en fait, qu'on est dans ce développement-là que le retour des marchés publics, qui était en fait quelque chose d'inné partout, là, lorsqu'on voyage, c'est souvent l'endroit où on veut visiter dans une communauté pour savoir qu'est-ce que les gens cultivent, qu'est-ce que les gens mangent, etc. Donc, les petits réseaux résilients de production, puis de distribution d'aliments, puis d'entraide, je veux dire, tout le monde qui est connecté à la maison aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on s'ennuie beaucoup depuis presque 1 an maintenant, de se voir, de se rencontrer, de se toucher, puis de partager. En fait,
une manière de faire là. On le fait en ligne ce soir, la fête des semences, puis on est privilégié à l'association d'être partenaire durant la fête des semences cette année. Demeure que moi, j'aurais aimé ça vous voir puis être dans cette espèce de microcosme de nerd des semences, je ne sais trop, de passionnés d'agriculture pour pouvoir échanger puis apprendre de nouvelles choses. Donc, je pense que c'est vraiment en prenant soin de nous avant toute chose et de s'engager envers cette communauté pour faire vivre des places publiques comme les marchés, mais aussi pour pouvoir se solidariser derrière des semenciers qui s'organisent. C'est une bonne chose. Je vais faire un clin d'œil, en fait, lorsqu'on a la pandémie a commencé, vers la moitié du mois de mai, j'ai fait une réunion, des échanges de semences comme on fait dans le village avant, où est-ce que j'habite en Mauricie. Puis il y a eu des personnes qui passaient à tour de rôle, récupérer ce que d'autres personnes avaient fait, puis laisser les semences que, moi, j'avais fait plus de brocolis ou autre, les semis étaient laissés aux gens, puis il y avait ce mélange-là de biodiversité dans le village. Donc, c'est ce qui était, je trouvais intéressant, c'est pas nécessairement produire pour soi, mais produire pour les autres. Puis lorsque Jane l'a dit, c'est de l'abondance, les semences, que tu démarres des semis, ça fonctionne bien, c'est prêt à être planté au champ, puis tu sais bien que ton jardin ou ta capacité de produire va être limitée pour différents facteurs. Pourquoi pas en faire plus et en offrir aux voisins? C'est comme ça qu'il y a une mixité, c'est comme ça qu'il y a une bonification de biodiversité. Puis c'est là aussi que ça prend tout son sens, je pense, de se grandir en tant que communauté. Donc, moi, j'ai pu cultiver des choses l'année dernière que je n'avais pas plantées au départ parce que, justement, il y a eu des échanges heureux avec les gens qui sont autour de moi puis autour de nous. Donc, prenons-nous en main avant toute chose. Là, vous le savez là, autant que moi, c'est par nous que les changements vont se passer, pas nécessairement par le feuilleton à 17 heures. Là, donc, voilà. Super, merci. Alors maintenant, Isabelle. Isabelle, la production de nouvelles variétés de plantes alimentaires, c'est une science en soi. Les gens entendent des termes comme hybridation, OGM, etc. Isabelle, le public devrait-il craindre les pratiques permettant l'obtention de ces variétés ou bien s'agit-il au contraire de moyens inoffensifs d'y parvenir? Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste là, du système semencier, mais moi, ça me dérange beaucoup. En fait, ce que je souhaite, c'est qu'on continue à faire de la vulgarisation de cette terminologie du système semencier parce que il y a comme une peur des hybrides, il y a comme une démonisation de l'hybride. J'ai l'impression qu'on le mélange avec les OGM. Fait que je ne veux pas rentrer dans un gros débat. Je vais essayer d'être concise parce que je peux vraiment m'éterniser sur ce sujet-là. Je me connais. Donc, hybride, ça veut dire un croisement entre, exemple, une tomate rouge et une tomate verte. Donc, on a croisé le pollen, on a pris le pollen de la verte, on l'a mis sur la fleur de la rouge, puis on a créé une tomate bigarrée qui est verte et rouge. Donc, peut-être pas dans les tomates, c'est pas un bon exemple parce que c'est des plantes qui souhaitent garder la pureté. Là. Ils sont pas facilement, ils ne s'hybrident pas facilement. Et si on prenait une courge qui s'hybride très facilement, bien, ça se fait naturellement. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'hybridation. C'est quelque chose qui se fait naturellement dans la nature pour survivre, pour s'adapter. Donc, c'est super important. Et hybride, ça veut dire, puis l'homme le fait depuis longtemps, les variétés anciennes viennent d'hybrides. Mais à force de le multiplier, mais on fixe les caractères. Fait que ça fait des variétés qui sont fixées ou des variétés à pollinisation libre. Donc, hybridation, ça se fait par l'homme ou ça se fait par la nature et ça correspond à un bassin génétique plus hétérogène qu'une variété fixe qui, en fait, c'est de la pureté génétique. C'est de la consanguinité, si on veut. Donc, une variété hybride a les capacités, davantage de capacités à s'adapter au changement climatique, à s'adapter à différentes conditions. Et a beaucoup plus de vigueur parce qu'elle a la génétique de 2 parents au lieu d'une seule.
Alors, ça, c'est pour ça. Et OGM, ben là, c'est pas pareil parce que là, c'est pas naturel, parce que là, on va manipuler les gènes. On va prendre un gène d'insecte qu'on va mettre dans une gène dans une tomate, par exemple. Donc, ça, c'est sûr que ça, c'est l'industrie alimentaire dont Jeanne parlait aussi tantôt, qu'il y a quand même des apports intéressants de leur part, mais bon, moi, je suis sûre que je ne suis pas du tout fervente des OGM. Puis les variétés anciennes, patrimoniales, à pollinisation libre, les variétés, j'ai tout dit? Oui, je pense que j'ai tout dit. C'est des synonymes, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'anciennes et patrimoniales, ben, c'est des variétés qui ont été fixées, qui ont été créées, qui sont stables, les caractères sont stables depuis 1940, 1950, dans ces environs-là. Les variétés fixées, ben, c'est des hybrides qu'à force de perpréter, on a vraiment fixé ces variétés-là. Et oui, effectivement, quand on récolte les semences et qu'on les ressème, on a la même variété qu'on avait fait pousser l'année dernière. Et c'est intéressant parce que c'est sûr que si on fait pousser cette variété-là toujours au même endroit, bien, elle s'adapte à nos conditions de culture et elle se bonifie. Mais c'est important de garder l'ouverture vers l'hybridation parce qu'il faut garder cette diversité génétique. C'est comme si tout d'un coup, là, les humains, on était juste entre Québécois en Québécois, mais ça, c'est un peu ça, les variétés anciennes. Tandis que, en tout cas, je ne sais pas si vous me suivez. Fait que les OGM, je ne sais pas s'il faut en avoir peur, mais moi, je les tiens loin. Puis l'hybridation, je vais juste finir une dernière chose. Tu peux m'arrêter, Charles, quand je parle trop. 30 secondes que je te laisse encore. OK. L'hybridation, c'est ça. C'est pas toutes les hybrides, mais les hybrides F1, c'est des hybrides de première filiation. Donc, c'est sûr que c'est une diversité génétique importante. Ça va vraiment être un peu n'importe quoi. Puis, à force de sélectionner puis de continuer à hybrider, bien là, on fait de la F2, F3, puis c'est de plus en plus stable. Fait qu'il ne faut pas... les semenciers peuvent trouver ça bien intéressant, les F1, parce qu'ils peuvent recréer des variétés, ils peuvent les déshybrider, on dit. Fait que c'est un sujet qui mériterait d'être approfondi et expliqué, parce que souvent, j'entends dans les fêtes de semences, c'est un hybride, non, je n'achète pas ça. Mais non, c'est super intéressant. Tournesol, il a créé, pas le professeur Tournesol, là, mais la ferme coopérative Tournesol, il a créé Daniel Mauroy avec sa gang un radis noir qui est noir à l'extérieur, mais à l'intérieur est rose. Donc, il a hybridé un radis noir avec un radis melon. C'est-tu extraordinaire? Je vous laisse là-dessus. C'est extraordinaire, en effet. Alors, je terminerai avec une dernière question pour Jane. Jane, la préservation de la biodiversité est une lutte constante. On nous dit souvent que chacun peut poser des actions pour faire avancer la cause. Jane, qu'en est-il des jardiniers? Comment peuvent-ils, eux aussi, contribuer à sa préservation? Oui, j'aimerais d'abord dire que je suis d'accord avec tout ce qu'Isabelle vient de dire. C'est vraiment, on a besoin d'entendre des messages comme ça plus souvent. Pour la question du rôle des jardiniers dans la préservation de la biodiversité, c'est vraiment, puis je sais qu'on a des jardiniers, c'est peut-être la plupart des participants ce soir sont des jardiniers, que ce soit des débutants ou des amateurs. Je vous salue tous parce que c'est vous les gardiens de la diversité. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus grande l'échelle, moins la diversité. Donc, dans un arrière-cour, un balcon, un petit champ, the backyard, tout ça, c'est vraiment, il y a bien de la diversité qui se pousse, puis c'est vraiment là où on garde et on maintient et aussi on adapte la biodiversité. Donc, les jardiniers jouent un rôle super important là-dedans. Il y a aussi des réseaux d'échange de semences qui permettent des jardiniers qui sauvegardent différentes variétés de faire des échanges entre eux. Semences du patrimoine, on est une au Canada qui pourrait être super intéressant. Puis l'autre rôle que les jardiniers peuvent jouer, c'est vraiment d'encourager les semenciers locaux. C'est d'aller acheter vos semences d'un semencier local, les encourager. Chaque sachet, chaque paquet fait une différence. Super. Alors, on va avoir maintenant, c'est notre dernière période de questions. On a eu plusieurs questions dans le chat. Je vais peut-être commencer
avec une première. Tiens, il y a Josiane Delmer qui dit « J'ai entendu dire que les hybrides ne produisaient pas de graines. Est-ce que c'est vrai? » Qui veut se lancer? Les hybrides, ben, je comprends pas ce que... Moi, dans le fond, c'est probablement qu'ils sont... Stériles? Ouais, ça doit être plus ça. Donc, mais je pourrais pas répondre vraiment, mais moi, j'ai pas eu connaissance de ça, là. Jane, tu sais-tu plus que moi? Mais ça se peut que... mais je dirais que c'est pas le cas. C'est pas vraiment le cas. Je pense que la réponse courte, le plus courte est non. L'affaire avec les hybrides, c'est si tu sauvegardes la semence puis tu le ressèmes, ça ne va pas produire le même résultat que la plante qui a produit la semence. Donc, tu auras des résultats hétérogènes. Si tu sauvegardes la semence puis tu essaies de le replanter l'année d'après. Donc, le processus de dehybridization, je ne pourrais pas le dire en français, je ne vais pas essayer. Dehybridation? Déhybridation? Déshybridation. Déhybridation? Je ne sais pas, peut-être. Je ne suis pas la seule. Ce que ça prend, tu prends ta population hétérogène, si tu sauvegardes les semences qui proviennent des hybrides, puis tu sélectionnes année après année pour enfin avoir un résultat plus stable à la fin où la semence que tu sauvegardes va produire une plante qui ressemble plus aux parents. OK. Est-ce qu'il y a des participants qui auraient des questions qui voudraient lever la main pour poser leurs questions? Carole Arsenault, donc vous pouvez prendre la parole, remettre votre micro. Oui, bonjour. En fait, la question est pour Isabelle. Tantôt, on parlait que c'était frustrant de ne pas ramasser quoi que ce soit au jardin botanique. Je suis très d'accord. Est-ce qu'il y aurait moyen de, je ne sais pas, peut-être en fin de saison ou en cours de saison, d'organiser une vente, mais où on aurait droit d'acheter qu'un seul produit, tu sais, pas acheter un sac de piment, là, mais un seul, pour afin de le reproduire, parce que l'idée, c'est de partager justement des nouvelles semences que nous, on ne peut pas avoir. Comme je sais qu'elle en achète d'Europe et de partout, là, comme elle disait. Mais comme je ne sais pas, c'est une idée. Oui, bien, l'idée est pas bête. C'est simplement, comme je disais, plutôt que, étant donné que moi, j'ai une grande diversité, puis là-dedans, il y a des hybrides, il y a un paquet de choses. Il y a des hybrides F1, il y a des variétés anciennes, c'est tout mélangé, puis il n'y a pas de distance. Fait que si tu récoltes les semences de ces plantes-là, il y a des grosses chances que ça se soit hybridé. Et je dirais même à la diversité de tomates et de piments que j'ai, des fois, je me pose la question si ça pourrait s'être hybridé, puis je t'aurais pas... Ça se peut que vous ayez des surprises. Fait que je serais mal à l'aise de vous vendre un légume qui ne serait pas du tout le légume que vous avez acheté, en fait, à cause de ce que je parlais de l'hybridation. Puis, j'en ai bâti que je ne pense pas qu'il serait en mesure de vendre des semences. Ce n'est pas du tout son mandat non plus. Là. L'objectif, c'est puis, tu sais, vous savez, toutes les semences, c'est quand même, il y a plusieurs, il y a tous les semenciers québécois, puis il y a des semenciers aussi américains. C'est toutes des choses qu'on peut acheter en ligne. N'importe qui peut acheter, se procurer des semences, vraiment, là, pas des grosses quantités, là, des petites quantités, des semences, des sachets de 10 semences. C'est les mêmes que moi, celles que j'achète, c'est les mêmes que vous pouvez acheter, c'est ça que je veux dire. Oui, je comprends, mais comme Michel Lachaume souvent suggère des bons produits qui viennent d'Europe. Ça, c'est pas possible pour nous de les avoir. Oui, bien moi, il y a beaucoup de choses que Michel Lachaume m'achète que moi, je ne peux pas acheter non plus. Ah bon, OK. Des contacts un petit peu, là. C'est ce que
il y a certains semenciers français qui, Cocopelli d'ailleurs, qui vend beaucoup de semences anciennes. Du Crétet, c'est quand même assez cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Laquelle, vous avez dit? Du Crétet, c'est vraiment, c'est quand même assez dispendieux. Là. C'est quand même des plus grosses quantités là, de plus en plus. OK. Que je pense à d'autres semenciers. En Angleterre, il y a Chiltern. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. OK. En Europe, c'est plus difficile de faire avoir un contact qui nous faire poster un de ses amis, genre, puis les envoyer. Oui. OK. Mais même Cocopelli, on ne peut pas les avoir au Canada? Peut-être que je vais arrêter la question. Vous pourrez écrire, demander toutes vos demandes, en fait, pour les semences. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Alors, donc, ça va être ça, en fait, qui va conclure notre table ronde pour ce soir. Alors, donc, de la Fête des semences 2021. Alors, Isabelle Paquin, Jane Rabinovitch et Jean-Nic Trudel, je vous remercie grandement d'avoir pris le temps de discuter avec nous tous. Merci. Vous nous avez fait découvrir en partie comment ça se passe dans les coulisses des semenciers et semencières. Nous aurons l'opportunité de continuer à creuser le sujet tout au long de la semaine. Je vous remercie aussi à vous tous, les participants, de vous être joints à nous. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de votre appréciation en cliquant sur le lien qui se trouve dans la boîte de clavardage ici. Notre prochain événement, notre première foire aux questions, aura lieu demain, le 4 février à 18 h. N'oubliez pas de vous inscrire. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Merci.